INA Podcast. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 17e épisode, le banquier et le procureur. Edmond Dantès, devenu comte de Monte Cristo, a entrepris de se venger de ceux qui, 20 ans plus tôt, ont fait son malheur. Arrivé à Paris, il a déjà rencontré Fernand le Catalan, devenu le comte de Morcerf, époux de Mercédès, ex-fiancé de Dantès. Par son intendant Bertuccio, Monte Cristo a par ailleurs appris que le procureur du roi Villefort avait eu autrefois une liaison, et que de cette liaison, un enfant était né. Cet enfant que ses parents ont cru mort et que Villefort avait enterré hâtivement, a été recueilli par Bertuccio, et il se nomme Benedetto. Très vite, Benedetto s'est révélé un être pervers, voué au crime. N'a-t-il pas, avant de disparaître, dépouillé et tué sa mère adoptive? Un sourire, pourtant, éclaire la sombre existence du comte de Monte Cristo. Haïdé. Haïdé, la jeune grecque, qui vient de le rejoindre dans son hôtel particulier des Champs-Élysées. Nous sommes le 28 mai 1838. N'est-ce point ici que demeure monsieur le comte de Monte Cristo? C'est ici, mais son excellence n'est pas visible. Voici la carte de mon maître, monsieur le baron d'Anglars. Vous direz au comte qu'en allant à la chambre des députés, mon maître s'est détourné pour avoir l'honneur de le voir. Je ne parle pas à son excellence. Le valet de chambre fera la commission. Le valet de chambre fera la commission. À la Chambre des députés. C'est donc un prince que ce monsieur, qu'il n'y a que son valet de chambre qui ait le droit de lui parler. N'importe. Puis s'il a un crédit sur moi, il faudra bien que je le voie quand il voudra de l'argent. Votre Excellence me demande? Avez-vous vu les chevaux qui viennent de s'arrêter devant ma porte, monsieur Bertuccio? Certainement, Excellence. Ils sont fort beaux. Je vous avais demandé les 2 plus beaux chevaux de Paris. Comment se fait-il que cela ne soit pas dans mes écuries? Monsieur le comte, ces chevaux n'étaient pas à vendre. Tout est à vendre pour qui sait y mettre le prix. Monsieur Danglars les a payés 16 000 francs. Il fallait en offrir 32. Un banquier ne manque jamais une occasion de doubler son capital. Ce soir, j'ai une visite à rendre. Je veux que ces chevaux soient attelés à ma voiture avec un harnais neuf. À quelle heure son Excellence compte-t-elle faire cette visite? À 5 heures. Il est 2 heures. Je le sais. Allez, monsieur Bertuccio. Ali, vous ferez passer tous les chevaux devant madame, qu'elle choisisse l'attelage qui lui conviendra le mieux,
et qu'elle me fasse dire si elle veut dîner avec moi. Dans ce cas, on servira chez elle. Votre Excellence, à vos ordres. Monsieur Baptistin, vous êtes à mon service depuis 1 an. C'est le temps d'épreuve que j'impose à mes gens. Vous me convenez. Reste à savoir si je vous conviens. Oh, monsieur le comte. Vous gagnez 1500 francs par an. Domestique, vous avez vous-même des domestiques qui ont soin de votre linge et de vos effets. Outre vos gages, vous me volez sur les achats que vous faites pour ma toilette à peu près 1500 autres francs par an. Oh, Excellence. Non, je ne m'en plains pas. C'est raisonnable. Cependant, je désire que cela cesse. Vous ne retrouveriez nulle part un poste pareil. Je ne bats jamais mes gens, je ne jure jamais, je ne me mets jamais en colère, je pardonne toujours une erreur, jamais un oubli, et je n'avertis jamais mes domestiques qu'une seule fois. Excellence. Et aussi, chaque année, je place une certaine somme sur la tête de mes gens, ce que je renvoie perdre de cet argent qui profite à ceux qui restent et qui auront droit après ma mort. Voilà 1 an que vous êtes chez moi, Monsieur Baptistin. Votre fortune est commencée. Continuez-la. Mes chevaux, Bertuccio. Ils sont à la voiture, Excellence. Bien. Allons les voir. Ils sont beaux. Ils ont coûté cher. Les chevaux en sont-ils moins beaux? Si votre Excellence est satisfaite... Non, attendez, Bertuccio. J'ai besoin d'une terre sur le bord de la mer entre Le Havre et Boulogne. Il faudrait que dans cette acquisition, il y eût un petit port où puisse se tenir ma corvette. Le bâtiment sera toujours prêt à prendre la mer. Vous l'achèterez à votre nom. Aussitôt la propriété achetée, installez des relais de 10 lieues en 10 lieues. Oui, Excellence. Rue de la Chaussée-d'Antin, chez Monsieur le Baron Danglars. Monsieur le comte, j'ai reçu une lettre d'avis de la maison Thomson & French. Mais je vous avoue que je n'en ai pas parfaitement compris le sens. Cette lettre ouvre à monsieur le comte de Monte Cristo un crédit illimité sur ma maison. Mais est-ce que la maison Thomson & French n'est pas sûre? J'ai quelques fonds placés chez elle. Oh, parfaitement sûr, mais en matière de finances, le mot illimité est tellement vague. Qu'il est illimité, n'est-ce pas? Justement, je vais essayer de me faire comprendre en vous priant de fixer vous-même la somme que vous comptez toucher chez moi. Mais monsieur, si j'ai demandé un crédit illimité, c'est que je ne savais pas de quelle somme j'aurais besoin. Oh, monsieur, ne craignez pas de désirer. Et dussiez-vous demander 1 million... Et que ferais-je d'1 million? Je ne serais pas fait ouvrir un crédit pour une pareille somme. J'ai toujours 1 million dans mon portefeuille. Voyez, 2 bons de 500 000 francs payables au porteur sur le trésor. Non, avouez que vous vous défiez de Thomson & French. J'ai prévu le cas. Voici 2 autres lettres, pareilles à celle qui vous est adressée. L'une est de la maison Arestein et Escoles de Vienne, sur monsieur le baron de Rothschild. L'autre est de la maison Baring, de Londres, sur monsieur Lafitte. Oh, monsieur, voilà 3 signatures qui valent 2 millions. 3 crédits illimités sur nos maisons. Ainsi, vous pourrez donc m'envoyer quelque argent. Je suis à vos ordres. Fixons, si vous le voulez bien, une somme générale pour la première année. 6 millions, par exemple. 6 millions, soit. S'il me faut plus, nous mettrons plus. Veuillez pour commencer me faire porter 500 000 francs chez moi, demain avant midi. L'argent sera chez vous à 10 heures du matin. Or et billets
Par moitié, s'il vous plaît. Je croyais avoir des notions exactes sur toutes les belles fortunes de l'Europe, et cependant la vôtre, qui me paraît considérable, m'était tout à fait inconnue. Elle est récente? Au contraire, de fort vieille date. Oui, c'était une espèce de trésor de famille, auquel il était défendu de toucher, et dont les intérêts accumulés ont triplé le capital. Ah, je vois. Me permettez-vous, monsieur le comte, de vous présenter à madame la baronne Danglars? Un client comme vous fait presque partie de la famille. J'en serais très honoré. Madame la baronne est-elle chez elle? Oui, monsieur le baron. Et qui est près de madame? Monsieur Debray? Oui, monsieur le baron. C'est bien. Monsieur Debray est un ami à nous, secrétaire intime du ministre de l'Intérieur. Et quant à ma femme, elle a dérogé en m'épousant, car elle appartient à une ancienne famille. C'est une demoiselle de Salvieux, veuve en première noces de monsieur le colonel marquis de Nargonne. Je vous montre le chemin. Je vous suis. J'ai déjà rencontré monsieur Debray chez le vicomte Albert de Morcerf. Ah, vous connaissez le petit vicomte? Madame, permettez-moi de vous présenter monsieur le comte de Monte Cristo. Il vient à Paris avec l'intention d'y rester 1 an et de dépenser 6 millions durant cette année. Cela promet une série de bals, de dîners, dans lesquels j'espère que le comte ne nous oubliera pas plus que nous ne l'oublierons nous-mêmes dans nos petites fêtes. Vous arrivez, monsieur, dans une affreuse saison. Paris est détestable l'été. Il n'y a plus ni bal, ni réunion, ni fête. L'opéra italien est à Londres, l'opéra français est partout, excepté à Paris. Quant au théâtre français, il n'est nulle part. Il reste pour toute distraction quelques malheureuses courses au Champ de Mars et à Satori. Ferez-vous courir, comte? Madame, je ferai tout ce qu'on fait à Paris si j'ai le bonheur de trouver quelqu'un qui me renseigne convenablement sur les habitudes françaises. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Est-ce vrai, monsieur, ce que m'a dit ma camériste? Quoi donc, madame? Qu'au moment où mon cocher a été pour mettre mes chevaux à ma voiture, il ne les a pas trouvés. Mes gris pommelés. Au moment où madame de Villefort m'emprunte ma voiture, voilà les 2 chevaux qui ne se retrouvent plus. Monsieur Danglars aura trouvé à gagner quelques milliers de francs là-dessus, mais il les aura vendus. Oh, la vilaine race, mon Dieu, que celle des spéculateurs. Madame, ces chevaux étaient trop vifs. Ils me faisaient pour vous des peurs horribles. Imaginez-vous qu'on est venu m'en offrir un prix exorbitant. J'ai gagné 16 000 francs dessus. Je vous en donnerai 4 000 et 2 000 à Eugénie. Oh! Mais qu'y a-t-il, monsieur Debray? Mais là, dans la cour, je ne me trompe pas, ce sont vos chevaux, vos gris pommelés, et attelés à la voiture du comte. Est-ce possible? C'est incroyable. Écoutez cela, monsieur. Ce mot que je reçois à l'instant du comte de Monte Cristo. Il vous écrit? Il n'y a pas 2 heures qu'il nous a quittés. Oui, et que ceci vous serve d'exemple et de leçon. On ne fait pas mieux en matière de galanterie. Ne voyez là, madame, qu'une maladresse de mon intendant. Je ne voudrais nullement commencer mes débuts dans le monde parisien en désespérant une jolie femme. Aussi, je vous supplie de reprendre vos chevaux. Et il vous rend vos gris pommelés? Je viens de les voir à l'écurie, avec leur harnais tout neuf. Et sur la rosette qu'ils portent sur l'oreille, le comte a fait coudre un diamant. Parbleu, je commence à comprendre comment il compte dépenser 6 millions par an. Ali, tu es très adroit pour lancer le lasso, n'est-ce pas? Bien. Mais arrêterais-tu dans leur course 2 chevaux? Tu souris. Eh bien, écoute, tout à l'heure, une voiture passera, emportée par 2 chevaux gris, les mêmes que j'avais hier. Duses-tu te faire écraser, il faut que tu arrêtes cette voiture devant ma porte. Va.
Tu n'auras pas longtemps à attendre. Écartez-vous! Écartez-vous! Place! Des chevaux emballés! Oh, la pauvre femme et son enfant! Il peut pas les arrêter! Attention, ils vont verser! Ils vont se tuer! Oh, et le cocher qui ne fait rien! Attention! Oh! Regardez! Le nègre! Avec son lasso! Il les a arrêtés! Quel courage! Un nègre! Oh, les voilà sauvés! Ne craignez plus rien, madame. Vous êtes sauvée. Mon fils. Il est seulement évanoui. Mais il ne lui est arrivé aucun mal. C'est la peur qui l'a mis dans cet état. Tenez, une simple goutte de cet élixir sur les lèvres. Et le voilà qui revient à lui. Oh, merci, monsieur. Mais chez qui suis-je donc? À qui dois-je tant de bonheur? Vous êtes, madame, chez l'homme le plus heureux d'avoir pu vous épargner un chagrin. Tout Paris parlait des magnifiques chevaux de Madame Danglars et j'ai eu la folie de vouloir les essayer. Comment? Ces chevaux sont ceux de la baronne? Oui. La connaissez-vous? J'avais acheté hier ces chevaux au baron, mais la baronne a paru tellement les regretter que je les lui ai renvoyés en la priant de les accepter de ma main. Ah. Mais alors vous êtes le comte de Monte Cristo dont Hermine m'a tant parlé hier? Oui, madame. Je suis Héloïse de Villefort. Oh, que monsieur de Villefort vous sera reconnaissant. Il vous devra la vie de sa femme et celle de son fils. Assurément, sans le courage de votre serviteur, ce cher enfant et moi étions tués. J'espère que vous me permettrez de récompenser le dévouement de cet homme. Madame, ne me gâtez pas Ali. Il est mon esclave et en vous sauvant la vie, il me sert. Et c'est son devoir de me servir. Ne touchez pas à ces flacons, mon jeune ami. Pourquoi? Quelques-unes de ces liqueurs sont dangereuses, même à respirer. Madame, Ali va avoir l'honneur de vous reconduire chez vous. Ah, avec ces chevaux, jamais je n'oserais. Oh, sous la main d'Ali, madame, ils vont devenir doux comme des agneaux. Monsieur, le service signalé que vous avez rendu hier à ma femme et à mon fils me fait un devoir de vous remercier. Je viens donc m'acquitter de ce devoir et vous exprimer toute ma reconnaissance. Monsieur, je suis fort heureux d'avoir pu conserver un fils à sa mère. Et ce bonheur qui m'arrive vous dispensait de remplir un devoir dont l'exécution m'honore sans doute, car je sais que monsieur de Villefort ne prodigue pas la faveur qu'il me fait, mais qui, si précieuse qu'elle soit cependant, ne vaut pas pour moi la satisfaction intérieure. Vous vous occupez de géographie, monsieur. Je vois là des cartes sur cette table. C'est une riche étude pour vous, surtout qui, à ce qu'on m'assure, avez vu autant de pays qu'il y en a de gravés sur cet atlas. J'ai voulu faire sur l'espèce humaine une étude psychologique. J'ai pensé qu'il me serait plus facile de descendre ensuite du tout à la partie que de la partie au tout. Oh, vous philosophez. Parole d'honneur, si comme vous je n'avais rien à faire, je chercherais une moins triste occupation. Croyez-vous que ce que vous faites vaille la peine de s'appeler quelque chose? Monsieur, vous êtes étranger. Une portion de votre vie s'est écoulée, je crois, dans les pays orientaux. Vous ne savez donc pas combien la justice humaine, expéditive en ces contrées barbares, a chez nous des allures prudentes et compassées. Si fait, monsieur, je sais tout cela, car c'est surtout de la justice de tous les pays que je me suis occupé. C'est la procédure criminelle de toutes les nations que j'ai comparée à la justice naturelle. Et je dois le dire, c'est encore cette loi des peuples primitifs, la loi du talion, que j'ai le plus trouvée selon le cœur de Dieu. Mais dans quel but avez-vous appris cela? Je vois que malgré la réputation qu'on vous a faite d'homme supérieur, vous voyez toutes choses au point de vue matériel et vulgaire de la société, commençant à l'homme et finissant à l'homme. Je ne vous comprends pas très bien. Tobie prenait l'ange qui venait de lui rendre la vue pour un jeune homme ordinaire. Les nations prenaient Attila, qui devait les anéantir, pour un conquérant comme tous les conquérants. Il a fallu qu'ils révélassent leur mission céleste pour qu'on les reconnût. Il a fallu que l'un dît « Je suis l'ange du Seigneur » et l'autre « Je suis le marteau de Dieu » pour que l'essence divine de tous deux fût révélée. Alors vous vous regardez comme un de ces êtres
extraordinaire que vous venez de citer? Pourquoi pas? Vous excuserez mon étonnement. Mais ce n'est point l'usage chez nous, malheureux corrompus de la civilisation, que les gentilshommes, possesseurs comme vous d'une fortune immense, perdent leur temps à des rêves philosophiques, faits tout au plus pour consoler ceux que le sort a déshérités. Et monsieur, un magistrat ne devrait-il pas être non pas le meilleur applicateur de la loi, non pas le plus rusé interprète des obscurités de la chicane, mais une sonde d'acier pour éprouver les cœurs, mais une pierre de touche pour essayer l'or dont chaque âme est toujours faite avec plus ou moins d'alliage? Monsieur, vous me confondez. Je n'ai jamais entendu personne parler comme vous le faites. C'est que vous êtes resté enfermé dans le cercle des conditions générales et que vous n'avez jamais osé vous élever dans les sphères supérieures que Dieu a peuplées d'êtres invisibles et exceptionnels. Ainsi, vous-même... Je suis un de ces êtres exceptionnels, et je crois que jusqu'à ce jour, aucun homme ne s'est trouvé dans une position semblable à la mienne. Je n'ai que deux adversaires, la distance et le temps. Le troisième et le plus terrible, c'est ma condition d'homme mortel. Celle-là seule peut m'arrêter dans le chemin où je marche, et avant que j'aie atteint le but auquel je tends. Tout le reste, je l'ai calculé. Vous habitez la France, vous êtes donc naturellement soumis aux lois françaises. Je le sais, monsieur, mais quand je dois aller dans un pays, je commence à étudier tous les hommes dont je puisse avoir quelque chose à espérer ou à craindre. Et j'arrive à les connaître aussi bien, sinon mieux, qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Cela amène ce résultat, que le procureur du roi, quel qu'il fût, à qui j'aurais affaire, serait certainement plus embarrassé que moi-même. Ce qui veut dire que, la nature humaine étant faible, tout homme, selon vous, a commis des fautes. Des fautes ou des crimes. Et que vous seul êtes parfait. Non point parfait. Impénétrable. Voilà tout. Monsieur le comte, je vous admire. Si vous êtes réellement fort, réellement supérieur, réellement saint ou impénétrable, ce qui revient à peu près au même, soyez aussi superbe. C'est la loi des dominations. Mais vous avez bien une ambition quelconque. Oui. Comme cela est arrivé à tout homme une fois dans sa vie, j'ai été enlevé par Satan sur la plus haute montagne. Arrivé là, il me montra le monde tout entier et me dit « Enfant des hommes, pour m'adorer, que veux-tu » Je lui répondis « J'ai toujours entendu parler de la Providence, et cependant je ne l'ai jamais vue, ce qui me fait croire qu'elle n'existe pas. Je veux être la Providence, car ce que je sais de plus beau, de plus grand et de plus sublime au monde, c'est de récompenser et de punir. » Mais Satan poussa un soupir. « Tu te trompes. La Providence existe, seulement tu ne la vois pas, parce que fille de Dieu, elle est invisible comme son Père. Tu n'as rien vu qui lui ressemble parce qu'elle procède par des ressorts cachés et marche par des voies obscures. Tout ce que je puis faire pour toi, c'est de te rendre un des agents de cette Providence. » Le marché fut fait. J'y perdrais peut-être mon âme, mais n'importe. Et le marché serait à refaire, que je le ferais encore. Avez-vous des parents? Je suis seul au monde. Pourquoi? Parce que vous auriez pu voir un spectacle propre à briser votre orgueil. Vous ne craignez que la mort. Elle seule peut m'arrêter. Et la vieillesse? Oh, ma mission sera remplie avant que je sois vieux. Et la folie? J'ai manqué de devenir fou. Et vous connaissez l'axiome. Non bis in idem. Il y a encore autre chose à craindre. L'apoplexie. Ce coup de foudre qui vous frappe sans vous détruire, et après lequel, cependant, tout est fini. C'est toujours vous, et pourtant, vous n'êtes plus vous. Venez chez moi, monsieur le comte. Un jour que vous aurez envie de rencontrer un adversaire capable de vous comprendre et avide de vous réfuter, et je vous montrerai mon père, monsieur Noirtier de Villefort, un des plus fougueux jacobins de la Révolution française. La rupture d'un vaisseau sanguin dans un lobe du cerveau l'a brisé.
non pas en un jour, non pas en une heure, mais en une seconde. Oui. D'une seconde à l'autre, le si redoutable monsieur Noirtier est devenu ce pauvre monsieur Noirtier, vieillard, immobile, livré aux volontés de l'être le plus faible de la maison, sa petite fille Valentine, un cadavre muet et glacé qui ne vit sans souffrance que pour donner le temps à la matière d'arriver sans secousse à son entière décomposition. J'irai, monsieur, puisque vous voulez bien m'y engager. Contempler au profit de mon humilité ce terrible spectacle qui doit fort attrister votre maison. Cela serait sans doute. Si Dieu ne m'avait point donné une large compensation. 2 enfants. Valentine, une fille de mon premier mariage avec mademoiselle de Saint-Méran, et Édouard, ce fils, à qui vous avez sauvé la vie. Et que concluez-vous de cette compensation? Que mon père, égaré par les passions, a commis quelques-unes de ces fautes qui échappent à la justice humaine, mais qui relèvent de la justice de Dieu, et que Dieu, ne voulant punir qu'une seule personne, n'a frappé que lui. Adieu, monsieur, je vous quitte. Emportant de vous un souvenir d'estime qui, je l'espère, pourra vous être agréable lorsque vous me connaîtrez mieux. Car je ne suis point un homme banal tant s'en faut. Vous vous êtes fait d'ailleurs dans Madame de Villefort une amie éternelle. Assez de poison comme cela. Maintenant que mon cœur en est plein, allons chercher l'antidote. Ali, je monte chez madame. Que dans une demi-heure, la voiture soit prête. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 17e épisode, Le banquier et le procureur. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Le groom Louis Amiel. Le domestique Philippe de Rez. Danglars Alain Mottet. Bertuccio André Weber. Baptistin Jacques Maire. La baronne Danglars Claire Morier. Lucien Debray Gilles Guillot. Le cocher Patrick Paris. Héloïse de Villefort Anne Deleuze. Gérard de Villefort André Oumanski. Et les voix de Yves Ferry, René Breuil, Istar Cherba, Maryse de Goutin, Monique Grégaud. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.